Bienvenue sur le podcast Junko. Je suis Florence Verdière et je vous emmène avec moi dans mon exploration du coaching. Vous entendrez ici des interviews de coachs et de coachés qui nous partageront leur parcours et leurs expériences. Avec Junko, l'idée est d'être éclairé dans cette jungle du coaching qui déborde de motivation, d'ambition et de technique. Allons découvrir ensemble le prochain invité. Bienvenue sur le nouvel épisode de Junko. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Priscilla Andrieux, qui est coach de carrière féministe. Un grand merci, Priscilla, d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent ? Oui, bien sûr. Je suis Priscilla Andrieux et je suis donc coach de carrière féministe revendiquée et j'aide les femmes à s'empouvoirer dans leur carrière et à saisir les meilleures opportunités de carrière possibles. Ok. Comment t'en es arrivée du coup à être coach de carrière féministe? Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours avant d'être coach, tout Mhm. ton cheminement pour arriver à ce beau métier? Oui, bien sûr. Moi, j'ai commencé en faisant Sciences Po à Toulouse et c'est important dans l'histoire puisque, ensuite derrière j'ai fait plein de métiers très différents. J'ai été, journaliste, j'ai été lobbyiste, aux États-Unis, mais aussi, en France puisque j'ai été la chef de cabinet de Jean-Louis Borloo à Énergie pour l'Afrique. J'ai beaucoup enseigné, en les sciences économiques et sociales en lycée, puis après, dans l'enseignement supérieur, les sciences sociales, aussi, notamment en école de commerce. Et ensuite, je suis devenue entrepreneuse. Et en fait, en devenant entrepreneuse, je me suis rendu compte que je me sentais très seule, puisque j'étais solopreneuse. Je me sentais très seule et j'avais envie de rejoindre un réseau professionnel féminin féministe qui me ressemblait. Et à ce moment-là, je me vivais pas encore suffisamment comme entrepreneuse. J'étais en mode non, mais j'entreprends, mais techniquement, je suis pas entrepreneuse. Enfin, voilà, grosse imposture sur ça. Et donc, je me sentais beaucoup plus appartenir et ressembler à des femmes que j'avais pu croiser jusqu'à présent dans ma vie professionnelle dans les différents métiers. Et en fait, à chaque fois, c'était des femmes qui avaient fait comme moi Sciences Po, mais pas forcément. Moi, j'avais fait Toulouse, mais pas forcément au même endroit que moi. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai créé Sciences Po au féminin, qui est le réseau professionnel des étudiantes et des diplômés de tous les IEP, avec une revendication foncièrement féministe et intersectionnelle pour en fait aider les femmes et les promouvoir dans leur carrière. Et en parallèle, dans mon métier d'entrepreneuse, moi j'étais consultante sur l'égalité femmes-hommes et ensuite sur tout ce qui était diversité et inclusion. Donc évidemment, étant dans l'enseignement, je faisais déjà beaucoup de formations sur l'aspect sciences sociales et puis après diversité et inclusion. Et j'ai eu besoin d'ajouter une corde à mon arc qui était en fait le fait de donner aux femmes des outils individuels à un sujet collectif. C'est-à-dire qu'avec Sciences Po au féminin, j'avais quand même l'impression que le mouvement collectif était quelque chose qui, pour moi, est absolument indispensable et nous fait vraiment avancer sur comment, en tant qu'activiste et en faisant partie d'un mouvement, on arrive à toutes se promouvoir. Sauf que la question que les femmes posaient, c'était OK, très bien, mais moi, le matin, quand je me lève et que je me vais au travail, qu'est-ce que je fais, quoi? Quels sont les outils qui me sont disponibles sans avoir à révolutionner le patriarcat? Parce que c'est quand même pas sur la même temporalité. Et donc, c'est comme ça que je me suis formée pour devenir coach. Et je voulais absolument être coach mindset et absolument être certifiée pour justement avoir des outils et de préférence les meilleurs outils possibles pour en fait travailler à partir d'une méthodologie pour avoir des choses très actionnables et très pratiques à proposer aux femmes. Parce que moi, j'avais déjà commencé à me faire coacher, pas du tout pour des aspects carrière, pour des aspects très personnels de vie perso. Et je me suis rendu compte de toutes les portes qu'ouvrait le coaching. D'accord. Et donc tu t'es formée il y a combien de temps? C'était en octobre dernier, et donc je suis certifiée de la Life Coach School de Brooke Castillo. Donc je suis, Certified Life Coach et en fait, la Yeah. raison pour laquelle, oui, c'est très impressionnant comme ça, mais Ah, c'est j'adore aussi voilà. l'accent, Priscilla, tu le sais. Oui, je sais que tu aimes bien l'accent. J'adore. Il y en a qui détestent, mais écoute, de toute façon, c'est le mien, donc il faut faire avec ou pas, hein, mais voilà, chacune fait ce qu'elle veut. Et donc du coup, je me suis formée pour obtenir ces outils-là parce que pour moi, c'était des outils qui m'avaient vraiment aidée et du coup, je pense que ce qui fait de moi, et ce qui fait des bons coachs, des bons coachs,
c'est leur pratique personnelle, en fait. Et c'est le fait que tu fais l'expérience toi-même de tes outils, tu testes, tu essaies et du coup, c'est un peu un retour d'expérience, en direct à tes clientes, où c'est vraiment quelque chose de très, charnel et organique dont tu as fait l'expérience et tu leur proposes pas des espèces de choses, complètement, déconnectées. Mais c'est intéressant parce que dans le bilan que j'ai fait des 7 premiers épisodes que j'ai enregistrés Mmh. avant l'été, c'est la réflexion que je me faisais. C'est vraiment Mmh. l'histoire des coachs. Il y a toujours eu une pratique personnelle, il y a toujours eu, voilà, c'est test and learn. Hein. J'ai pas le même accent, remarquez. Test and learn. Mais des gens qui ont expérimenté, Oui, qui oui. ont tellement vécu et tellement positivement toutes ces expériences, ils ont envie de le transmettre et ils ont envie Mmh. de quelque part d'en faire profiter les autres pour pouvoir, les faire avancer. Ouais, je Et suis vraiment 100 d'accord. Enfin, moi, mmh, je suis mmh. complètement dans ce moule-là aussi. OK. Donc là, il y a le mot coach. Donc là, avec les Mmh. premiers épisodes de Junko, on a commencé à bien saisir un peu ce métier d'accompagnement. Et là, toi, tu coaches de carrière féministe. Donc tu l'as dit, tu le Oui. revendiques, Mmh. c'est ta ton identification. C'est venu comment? Comment ce nom-là est venu? Est-ce que tu l'as assumé tout de suite? Est-ce que ça a Mmh. été compliqué de le faire intégrer même d'abord à toi-même et puis aux autres? Comment c'est accueilli? Ben, je pense que j'ai toujours été, féministe, plus ou moins dormante, parce que quand même quand j'avais 16 ans, j'étais déjà investie dans des assos du style, Ni pute ni soumise, tu sais, c'était les années 2000 quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai toujours été investie dans des trucs comme ça et en fait, donc quand j'ai eu la chance en fait à 26 ans d'avoir un poste absolument incroyable où, je voyageais partout dans le monde, dans les plus grandes instances de gouvernance et de gouvernement, et avec un métier avec beaucoup de prestige et en fait, dans la manière dont moi j'ai grandi et dont j'ai été formatée, c'était toujours, tu sais, le sexisme, c'est toujours les autres premièrement, et en plus, c'est toujours les gens qui sont pas éduqués. Et là, je me suis pris une grosse claque et je me suis dit: «Bon, déjà ma belle, il va falloir revoir complètement tes conceptions de la société». Parce que c'est là que j'ai vécu le plus gros sexisme et la plus grosse misogynie, mais complètement ouverte, dans justement les plus hautes instances de gouvernement et de gouvernance où, c'était moi qui faisais les réunions, c'était moi qui traduisais parce que j'étais à ce moment-là je travaillais à ce moment-là pour quelqu'un qui parlait pas anglais. C'était moi qui animais tous les trucs, c'était moi qui prenais les décisions et quand on me voyait, les gens me donnaient leur veste et me disaient, «Hop, un café s'il vous plaît». J'étais là: «Bah, en fait, je suis pas la stagiaire ni l'assistante, c'est avec moi que vous allez faire la réunion, mais il y a aucun problème, je vais vous apporter votre café». Et voilà et du coup, en fait, en travaillant dans ces circonstances-là, je me suis dit: «Waouh, d'accord, il va falloir vraiment que ça change et que ça bouge» et c'est comme ça que du coup, j'ai quitté les fonctions que j'occupais et je suis devenue entrepreneuse, où je suis devenue consultante sur l'égalité femmes-hommes de manière, enfin, forcément très ouverte parce que c'est la définition de mon business, mais en plus avec un angle foncièrement féministe qui s'est en fait affirmé de plus en plus au fil des années puisque plus je faisais des formations, plus j'intervenais dans les entreprises, dans les écoles, plus aussi, j'affûtais mon féminisme à travers Sciences Po au féminin, plus je me suis rendu compte d'à quel point c'était super important de le dire et de le revendiquer parce que il y a beaucoup de crispation aujourd'hui autour du mot, féministe et on est, en 2023 en France, hein. Mais bon, de toute façon, les circonstances sont ce qu'elles sont, et du coup, je me suis dit: «Mais en fait, face à autant de crispation, il faut du coup, au contraire, banaliser le mot et démocratiser le mot pour que tout le monde comprenne, ce que ça veut dire et à quel point c'est important». Et donc quand il est venu l'heure pour moi de devenir coach, je me suis pas posé la question l'espace d'une seconde de savoir que j'allais être une coach féministe parce que je suis une personne féministe et ça me paraissait évident, du coup, d'accompagner les femmes dans cette démarche-là. Et donc, en quoi le coaching permet de faire avancer cette cause féministe? Ouais. Alors déjà, je me permets, un petit effort de définition parce que c'est pas forcément, clair pour tout le monde et puis tout le monde n'a pas forcément la même définition. Pour moi, le féminisme, c'est quelque chose d'aussi radical que l'égalité des droits et des opportunités entre les femmes et les hommes. Alors je sais, hein, c'est hyper subversif, hein, comme concept, hein, c'est tellement subversif que ça crée des manifs, que ça renverse des gens, que voilà. Mais pour moi, c'est ça, la définition et donc du coup, c'est en fait coacher les gens, au mieux de ce que je sais faire, mais en fait avec la conscience que
nous les femmes, faisons partie d'une société qui, de manière structurelle, discrimine. Et donc, quand on parle de circonstances extérieures qu'on ne maîtrise pas, c'est quand même très important de mentionner que ces circonstances extérieures sont discriminantes quand on est une femme et le sont encore plus quand on est une femme non valide, noire, queer, etc. Mais justement, quand on parle du coaching, on parle souvent de trouver les solutions en nous et Mhm. pas de les trouver à l'extérieur. Donc comment, faire changer, du coup, enfin, se sentir mieux dans ce système où, bah, voilà, c'est pas un secret et c'est encore, discriminant, Mhm. en trouvant nous nos propres solutions à nous, alors que j'ai envie de dire, mais Ouais. c'est très raccourci, ce que je dis, hein, mais alors Non, que mais au les contraire, c'est ce problèmes que je veux viennent de dire. l'extérieur. Comment nous, Oui. on peut travailler sur nous en sachant Mm. que on maîtrise pas ce qui se passe, enfin, que le Ouais. problème vient de dehors, vient pas de dedans, de nous. Alors oui et non. Oui, tout à fait. Le problème, il vient de dehors et en fait mais rien que ça, c'est révolutionnaire ce que tu viens de dire parce que la plupart des gens ne l'acceptent pas forcément et même la plupart des femmes ne s'en rendent pas compte. C'est pour ça que je fais du coaching féministe pour aussi un peu, d'une certaine manière, autoriser le fait de se dire: «Oui, le sexisme existe et en fait, oui, au quotidien, vous êtes victime de sexisme» et en fait, c'est une espèce de: «Ouf, ah d'accord, OK, je suis entendue, je suis reconnue, heu, mes batailles et mes challenges au quotidien, c'est pas juste dans ma tête, c'est pas juste moi. J'appartiens à une espèce de système qui crée des circonstances comme ça» et rien que ça, en fait, c'est une première étape super importante. C'est comme une manière de légitimer: «Oui, tu as le droit de te sentir comme ça» et en plus, ce que tu vis est un peu une espèce de vérité structurelle universelle que vivent les femmes. Et ça, l'air de rien, ça crée un truc de: «Ah OK, d'accord. Ah mais c'est pas moi, en fait». Alors après, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même avancer. Donc une fois mais c'est quand même la première étape et elle est super importante. Et une fois qu'on a dit ça, c'est OK, bon, le sexisme, le racisme, bref, les circonstances, la société, c'est ta ligne des circonstances. C'est le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Et dans ce monde-là, que à toi toute seule, tu vas pas pouvoir changer là tout de suite, comment est-ce que toi tu veux agir et qui est-ce que tu veux être? Mais du coup, ça nécessite de se dire: «OK, on accepte». Enfin, on a alors et ça, c'est un gros travail. Moi, ça a été un très gros travail en tant que féministe où je me suis dit: «Mais en fait, je refuse ces circonstances». Mmh, mmh. Sauf que, et tu peux refuser ces circonstances et très bien et go! Mais tu ne te poses pas dans le même cadre. C'est-à-dire que quand tu es une militante, quand tu es une activiste, quand tu participes à des mouvements individuels ou collectifs pour l'avancée des droits et des opportunités des femmes, effectivement, la manière dont tu penses à ces circonstances, c'est qu'elles sont injustes, c'est qu'elles sont discriminantes. Mais après, quand tu te positionnes sur, OK, bon, demain au travail, comment je fais pour négocier ou comment je fais pour bien vivre mon quotidien, le travail, il est un peu différent. Le travail, il est, en fait, tu dois accepter les circonstances telles qu'elles sont pour arriver justement à toi évoluer dans le monde dans lequel on est avec le moins de friction possible pour toi. Ça ne veut pas dire que tu deviens une plante verte dans un coin. Ça veut dire, OK, il y a du sexisme, voilà, Didier à la machine à café, fait une réflexion désagréable. Bon, ça, tu peux pas le changer. Là, tout de suite, quand il te fait la réflexion, tu peux pas changer la réflexion. La question, c'est comment est-ce que toi, derrière, tu veux réagir par rapport à toi qui tu es et qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Et là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est là que les solutions personnelles sont très différentes. Parce que selon les femmes, elles vont avoir besoin de réagir différemment. Il y en a qui vont avoir besoin de s'insurger, il y en a qui vont avoir besoin de s'extraire de la situation, il y en a qui vont avoir besoin de se sentir soutenues, enfin voilà. Et c'est là que tu trouves les solutions individuelles à un problème structurel dans des circonstances très spécifiques. Et donc tu parlais, tout à l'heure, qu'à un moment donné, tu as eu besoin d'outils pour, Mhm. ces femmes qui disaient: «Bah, OK, super», peut-être que tu faisais des conférences ou des choses Mhm. comme ça. OK, super et tu as des lieux, c'est comme ça, mais à un moment donné, on fait quoi nous, pour avancer? Donc tu as parlé d'outils, que tu avais besoin Mhm. d'outils. Est-ce que tu peux nous parler d'outils concrets que tu utilises en séance, des exercices, des choses, Oui, alors, c'est un peu difficile sans exemple, tangible, donc je vais inventer là, on the spot des exemples tangibles. Mais en fait, la question, c'est toujours la même, c'est un petit peu ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est: qui est-ce que toi tu veux être dans cette situation? Et comment c'est le mieux pour toi, de réagir et de te positionner à ce moment-là?
Et en fait, tous les outils tournent autour des émotions qui sont générées par nos pensées. Et donc, en fait, tout le travail, il est autour de ça. Donc, alors, pardon, hein, j'essaie de réfléchir à des questions intelligentes que je peux poser. Après, par Euh, exemple, je souhaite négocier mhm. mon salaire. Ça fait 3 ans que je suis dans une boîte. Je remplis tous mes objectifs. J'ai des performances Ouais, de dingue. Je manage une super équipe. Tout le monde est très heureux. Et moi, j'ai besoin de plus de reconnaissance, notamment financière. Alors, ouais. voilà, mais j'ose pas. Je me sens pas forcément légitime. J'ai une boule au ventre à l'idée d'y aller, mais pourtant, je le mérite, mais j'y arrive pas, quoi. Ouais, eh ben, merci pour l'exemple. Bah, déjà, premièrement, parce que c'est bien de savoir où on veut aller, mais il faut d'abord savoir d'où on part. Et d'où on part, c'est OK, alors la première question, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu oses pas? Quels sont les facteurs bloquants? Quelle est l'histoire que tu te racontes? Et on n'est pas en train de dire, l'histoire est normale, elle est pas normale, elle est légi on s'en fiche en fait. Mais quelle est l'histoire que toi tu te racontes aujourd'hui qui t'empêche d'aller où tu veux aller? Et en fait, tu prends conscience du modèle, donc de la boucle, du mode de fonctionnement dans lequel tu es et du coup des résultats que ça crée, pour ensuite te dire: «OK, bon maintenant de manière très rationnelle, très intentionnelle, où est-ce que je veux aller?» Sous-entendu, pourquoi est-ce que tu veux cette reconnaissance de l'extérieur? Est-ce que tu es d'accord avec tes raisons? Et si tes raisons, c'est, «Je veux prouver des choses au monde», est-ce que ce sont entre guillemets «des bonnes raisons»? Est-ce que ce sont des raisons avec lesquelles toi tu es d'accord? Si ta raison c'est, et peut-être que tu trouves que ça c'est une bonne raison de prouver des choses au monde. Bon, admettons. Peut-être que ta raison c'est, bah, en fait, travail égal, salaire égal. Donc je veux être bien payée, et tu es d'accord avec ta raison. Après la question c'est: «OK, donc maintenant comment on fait pour aller là-bas?» Je dis toujours: «Quel est le carburant que tu mets dans ton moteur?» Ton moteur c'est ton corps et ton esprit. Le carburant c'est l'émotion. De quoi est-ce que tu as besoin? Quelle est l'émotion utile pour te permettre d'aller là où tu veux aller? Il y en a qui vont te dire la colère, OK, si ça te permet d'aller où tu veux aller, très bien. Il y en a qui vont te dire, là, par exemple, là, dans l'exemple que tu viens de donner, la confiance en moi, ou le sentiment de légitimité, ou le sentiment d'appartenir et d'être à ma place, ou le fait de me sentir empouvoirée. OK, très bien. Donc on prend cette émotion et on se demande, qu'est-ce qui, chez toi, permet de créer cette émotion-là? Et après, mais là on est 10 pas après, 10 étapes après, tu mets un plan d'action. Et en fait, c'est qu'on a toujours tendance à dire: «Non mais vas-y, dis-moi ce qu'il faut faire, dis-moi quelle est l'étape 1, 2, 3, 4». Et il y a pas de problème, moi je peux vous donner les étapes 1, 2, 3, 4. Puis d'ailleurs, je serai pas forcément la plus compétente pour le faire parce qu'il y a des femmes extrêmement, compétentes sur, la négociation salariale, le rapport à l'argent et cetera avec des step by step. Mais ce sur quoi moi je travaille, c'est: «OK, pourquoi est-ce que tu en es là où tu es aujourd'hui? Quels sont tes facteurs limitants? Où est-ce que tu veux aller et pourquoi? Est-ce que tu es d'accord avec tes raisons? Et maintenant, comment on fait pour y aller?» OK, d'accord. C'est un peu quel film je me fais en fait de Ouais. tout ça, pour pouvoir après prendre conscience de toutes ces barrières pour essayer d'agir après Mmh. rien que la prise de conscience déjà, hein, c'est la première étape, quoi. Oui, et ça, très clairement, c'est la première étape parce que, les gens sont en mode: «Oui, oui, non, non, mais très bien, super, mais moi je veux aller là-bas». «Oui, oui, très bien, merci de me parler de mon doute, de mon manque de confiance en moi, de ma mauvaise estime. Oui, oui, très bien, je m'en fiche, moi je veux aller là-bas». Oui, mais en fait, tant que tu as pas conscience que ta mauvaise estime crée les résultats que tu observes aujourd'hui dans ta vie, tu pourras pas en sortir. OK. Si tu avais une définition à donner, Mmh. d'un bon ou d'une bonne coach, ce serait quoi? Mmh. Alors, je dirais que, c'est quelqu'une qui est dans l'écoute, qui n'a pas d'agenda, sous-entendu tu vois, qui n'est pas pardon, du coup, me vient le truc en anglais. Pardon! C'est une personne qui est à l'écoute, qui n'a pas, oui, d'agenda pour la personne qu'elle coach et qui, en fait, veut l'emmener ou l'amène vers l'endroit où elle a besoin d'être pour elle, pas par rapport à soi. Et Qui ça, je arrive à se dirais que c'est détacher même de ses propres, projections. oui, ah mais complètement. Et effectivement, en tant que moi, j'ai une personnalité qui est très forte, par moment, et je me dis: «Ah ouais, si c'était moi, très clairement, j'aurais pas choisi cette option, quoi». Mais en fait, c'est pas moi. C'est pas moi, et c'est ça tout à la fois toute la difficulté et toute la beauté d'être coach, c'est juste que tu veux en fait, tu es juste là pour poser des questions et tu es là pour poser de bonnes questions
pour que la personne se dise: «Ah oui, en fait, mon chemin, il est là». Parce que moi, ce dont j'ai besoin par rapport à qui je suis, c'est ça. C'est cette émotion, c'est ces pensées, c'est cette manière de fonctionner. Et cet art de questionner comme ça, tu l'as appris donc pendant la formation? Ouais. Ah oui, très clairement. Ouais, ouais, très clairement. Tu as coaché pendant ta formation aussi, des personnes, déjà de la pratique, très tôt? Bah, en fait, ça faisait partie de la formation. Ça fait partie Mmh. des critères validants de la formation qui te permettent parce que si tu es dans la théorie, c'est bien, hein, c'est super important parce qu'il y a tout un aspect théorique avec, plein de concepts, avec le fonctionnement des outils et cetera. Mais il faut les pratiquer pour toi-même et en plus 2, c'est pas du tout le même métier d'être coach que d'être mentor ou que d'être, motivational speaker ou conférencière ou que d'être, inspirante vis-à-vis d'un groupe et moi j'avais l'habitude d'avoir les autres casquettes et d'être un peu en mode, «Laissez-moi vous donner des good vibes en vous donnant des espèces de shots d'inspiration et de motivation». Mais coach, c'est pas du tout ça. Et ça a été bon, là, c'est une histoire très personnelle, mais pour moi, ça a été un peu compliqué de faire la transition avec la casquette de coach, où quand tu es coach, tu t'effaces derrière ta cliente. Parce qu'en fait, c'est pas toi l'histoire. C'est pas toi le sujet. C'est forcément ta cliente et ce dont elle a besoin par rapport à qui elle est et où elle en est en ce moment. Et c'est sûrement pas qui tu es toi et où tu en es toi. Tu as dit que ça a été un peu compliqué, pour toi. Est-ce que tu as trouvé des techniques pour te justement pour, garder cette posture? Ah bah, la pratique en fait, hein. Ouais. La pratique, la pratique, la pratique, la pratique et effectivement, j'ai besoin de me mettre dans un certain état d'esprit quand je coach et quand je mentor, et quand je discute avec mes amis aussi. Parce que c'est parfois difficile de naviguer enfin, c'est pas que c'est difficile, mais c'est qu'en fait, quand on est face à des gens qu'on aime, on a envie de leur dire: «Non, non, mais t'inquiète pas, je vais régler le problème pour toi». Enfin, en tout cas, moi j'ai ce type de personnalité-là et quand on est coach, la meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est pas de régler son problème. Arrête. Donc tu te mets dans un état d'esprit, donc tu te prépares avant, tu te mets dans un comment tu te mets dans ta une bulle, tu te conditionnes comment pour te positionner comme ça avant une Ouais, séance? beh, c'est aussi simple que de me dire: «Là, je suis en mode coaching». Et du coup, à force d'avoir pratiqué, en fait et c'est ça la beauté de la formation que j'ai faite, c'est que le modèle et en l'occurrence, l'outil en question s'appelle le modèle. Le modèle de coaching est très, figé d'une certaine manière et en fait, du coup, le cadre est très présent et donc ça te permet systématiquement de te ramener au cadre à chaque fois et en fait, le cadre est suffisamment, simple, sous-entendu, il y a des circonstances dans le monde. De ces circonstances, on décide de penser un certain nombre de choses. Nos pensées créent nos émotions. Les émotions sont le carburant qui nourrissent nos actions et nos actions produisent les résultats qu'on observe dans notre vie. Donc c'est circonstances, pensées, émotions, actions, résultats. Et donc ça, c'est le cadre. Et après, à partir du cadre, tu mets absolument tout, toutes les types de personnalités, toutes les types de circonstances, tous les types d'émotions, et cetera. Et le fait d'avoir cet outil-là, ça te ramène toujours à: «OK, alors attends, la personne est dans telle émotion». Donc en fait, l'étape d'après nécessairement, c'est comment elle agit et ça évite en fait mais parce qu'on est humain, en tant que coach aussi, ça évite d'être dans le jugement ou dans: «Ah, ça devrait pas être telle émotion» ou «Attends, mais je comprends pas», en fait, on s'en fiche que tu comprennes ou pas, quand tu es coach. La personne te dit qu'elle se sent X ou Y. OK, maintenant on déroule. Ça a quoi comme conséquence dans ta vie aujourd'hui? Donc en fait, tu es contenu par ce cadre, tu es canalisé en fait, ça te canalise quoi. Ce cadre, ça te permet de garder le process, de savoir où tu en es et ce que tu as à faire en tant que coach quoi. Oui. Mmh. OK. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, à une personne qui envisage d'être coach ou qui commence son activité? Alors une personne qui envisage d'être coach, je lui dirais, formation pratique. Sous-entendu, choisis bien ta formation en fonction de ce que tu veux faire. C'est-à-dire que je sais qu'on est dans un pays qui un peu enfin un peu, beaucoup sacralise la formation, le diplôme et cetera. Moi, je dirais pas le diplôme, pour le diplôme, mais le diplôme pour, les outils que ça apporte. Je trouve que le fait d'avoir fait cette formation,
c'est absolument enfin, ça a drastiquement changé, la manière dont j'aborde mes clientes. Et ensuite la pratique, au maximum. Parce qu'après on est dans un cercle vicieux de tant qu'on n'est pas embauché ou tant qu'on n'a pas de clientes, du coup on peut pas s'améliorer en coaching. Trouver, d'autres coachs, des copines, qui acceptent de servir de cobayes, voilà, pour coacher un maximum parce que c'est la pratique qui fait avancer. Et ensuite quand on est déjà coach, alors il y a plusieurs aspects, moi je dirais forcément toujours continuer à se faire coacher et à s'auto-coacher parce que c'est super important, parce que ça permet de pratiquer aussi les exercices et de pratiquer les questions parce qu'après les questions deviennent, des automatismes. De se rapprocher de communautés de coachs, mais ça, c'est qui que vous soyez, hein. À partir du moment où vous êtes entrepreneuse, moi je Ouais, le dirais que la réseau, pardon? le réseau. Exactement. Enfin, le réseau, oui, et en fait la communauté. Vraiment le sens d'appartenir à un groupe, à des gens, même si c'est pas pour des opportunités professionnelles, juste pour en fait te connecter à des gens. Voilà, c'est vraiment les conseils principaux que je donnerais. Est-ce que tu aurais une recommandation d'un ou d'une prochaine invitée sur le podcast qui pourrait nous permettre de continuer cette exploration du coaching? Oui, bien sûr. Alors évidemment, moi je recommande, toujours les gens de mon école parce que je considère que les outils sont extrêmement puissants. Et ça ne veut pas dire que, les autres écoles, ne sont pas bonnes, et cetera. C'est juste que c'est ce que je connais. Et donc je recommanderais Nadège Seyssana, qui en fait que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le nom de Nan, the Craving Coach. Parce qu'elle est spécialiste, des comportements, alimentaires. Mais après, c'est une coach, de vie et donc du coup forcément donc elle est française et francophone, mais elle coach, aussi en anglais. C'est pour ça que vous trouverez, potentiellement du contenu en anglais sur son Insta. Et elle est vraiment, elle est vraiment très, très bien dans la posture dont je parlais tout à l'heure. Le fait D'accord. de complètement laisser la place à la personne pour être très exactement qui elle veut être. Ok, merci beaucoup, Mais je t'en Priscilla. prie. Quels sont tes projets pour la suite? Eh ben, écoute, moi j'ai lancé mon entreprise de coaching là, il y a un peu plus d'1 an, donc c'est la corde supplémentaire à mon arc dont je te parlais depuis tout à l'heure. Donc je Hmm. continue à coacher mes clientes sur du coaching de carrière féministe intersectionnel. Mais là, il se trouve que j'ai un petit projet plus qu'en préparation, hein, puisque, le 1er août, je serai au Canada, à Toronto, et je serai la chef des opérations d'une chef pâtissière française qui est installée là-bas pour en fait gérer l'intégralité de son business. Donc c'est un Ah ouais. projet différent, Oui. mais du coup en fait ça me permet de mettre en place tous mes, enfin de mettre en avant l'aspect pluridisciplinaire et couteau suisse de mon profil. Ok. Et donc tu vas Voilà. te servir de tes outils de coaching avec elle, du coup, pour pouvoir. Ça a été un Ouais. argument Ah d'être oui, coach justement pour avoir ce oui, poste? oui. Bah, déjà parce que j'ai été recrutée, alors il y a eu 2 arguments. Le premier argument et je tiens à le dire, c'est mon féminisme. Le premier argument qui fait que j'ai été recrutée, c'est mon féminisme parce que j'ai été recrutée par l'intermédiaire du réseau et donc par l'intermédiaire de femmes qui se connaissent ou qui me connaissaient de Sciences Po au féminin. D'où l'importance du réseau qu'il faut entretenir en permanence et donc du coup cet aspect féministe parce qu'on est face à une chef pâtissière dans un milieu extrêmement masculin, extrêmement machiste. Et le deuxième argument, enfin parmi le reste, hein, c'est mon côté coach. À la fois parce que je vais avoir, parce que je vais m'occuper de manager l'ensemble des équipes des différentes boutiques. Donc voilà, je vais avoir ce côté management et par ailleurs qui est voulu management inclusif avec des politiques, diversité, inclusion et cetera. Et en plus parce que, l'objectif, c'est de permettre à la chef pâtissière de devenir pleinement qui elle peut être en tant que leaduse pour, en lui permettant en fait de se concentrer sur la pâtisserie pour moi me permettre de gérer le business. Et donc il va y avoir tout Hmm. un côté d'empouvoirment de cette identité-là chez elle pour justement moi me permettre, sans prendre sa place, sans voilà, de gérer enfin de faire tourner la boutique quoi. Ah, génial, super projet. Voilà. C'est top aussi de voir que d'être coach, ça ouvre à des opportunités comme ça
professionnels où on peut voir le Mmh. métier que coach beaucoup là. C'est vrai il faudrait que je trouve là effectivement des coachs Mmh. salariés. Je crois que ça va être mon prochain, ma prochaine recherche parce que c'est intéressant de savoir Mmh. que tu as pu avoir accès à des postes comme ça avec Ouais. cette casquette de coach en plus quoi. Bah, en fait, c'est une compétence, hein. C'est-à-dire que Bien ça peut sûr. être un métier, en soi. C'est comme, Mmh, le fait, d'être manager, c'est mmh, un métier, c'est une compétence en soi. Et là, c'est une compétence dans le cadre d'un pool de diverses compétences sur divers sujets. Donc ça peut être un métier qui tient tout seul, comme ça peut être, voilà, une corde mmh, supplémentaire, quoi. mmh. Complètement. Top. Bah, écoute, bravo en tout cas Merci! pour, chouette, on hâte de voir, tes nouvelles aventures au Canada, ça va être Oui! génial. Ouais! Heu, on te souhaite plein de réussite pour cette prise de poste et pour, cette nouvelle vie là-bas Oh, et puis, merci. un grand merci pour ta participation, à Junko. Mais merci à toi Florence, à la fois pour cet épisode et puis en général pour tout ce que tu fais dans la promotion du coaching. C'est extrêmement important, de voir la pluralité des formations, des profils, des horizons et de la manière de pratiquer aussi. Merci Merci. Priscilla, à très bientôt, À bye. bientôt Florence, au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir Junko, rien de plus simple. Il vous suffit de noter un avis 5 étoiles et un joli commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi retrouver toutes les actualités du podcast sur Instagram sur le compte junko.podcast. Un grand merci à vous et à très bientôt pour un nouvel épisode.